Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler d'une molécule mythique qu'on connaît tous au moins de nom. Une molécule autrefois symbole de la contre-culture américaine et du mouvement hippie. Une molécule qui a grandement influencé la culture populaire et le monde de la musique. De l'époque de Pink Floyd, les Beatles et The Who, jusqu'à A$AP Rocky aujourd'hui, nombre de musiciens étaient et sont de grands consommateurs de la substance. On ne compte plus le nombre d'albums et de morceaux qui ont été composés pour tenter de répliquer ses effets et de transmettre les émotions qu'elle procure. Cette molécule a donné naissance à l'art psychédélique dans les années 60, et nombre de peintres et musiciens essaieront de reproduire en son et en images le potentiel hallucinogène de la substance par la multiplication et l'emboîtement des formes, des couleurs et des sons. Elle sera l'une des molécules les plus consommées à l'époque jusqu'à être rendue illégale et dépassée par la coco et l'héros dans les années 70. Encore aujourd'hui, elle suscite la curiosité du grand public, mais ses effets sont aussi méconnus que mal compris. Cette molécule onirique dont je parle, vous l'avez bien deviné, c'est l'acide. J'avais déjà fait une vidéo sur Strip Report, mais elle a été supprimée par YouTube. C'est pourquoi je l'ai entièrement réadaptée et je la reposte maintenant dans sa nouvelle version. Avant toute chose, pendant toute la durée de la vidéo, j'utiliserai des termes comme acide ou L dans le but d'être moins repérable par le bot YouTube et ainsi réduire mes chances d'être censuré. Je vous invite s'il vous plaît à en faire de même dans les commentaires. Je me dois de le dire, cette vidéo va parler d'une substance illégale et très dangereuse. Le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de prévention, d'information et de réduction des risques. Je n'invite personne à consommer quoi que ce soit. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de préserver votre santé. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Étant illégal, le L est sujet à une portion très particulière du règlement de YouTube que voici. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. J'ai déjà fait une vidéo tout savoir sur l'acide et je vous invite à y jeter un coup d'œil, ça vous donnera de plus amples informations sur la molécule. Dernière chose avant de commencer, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir la chaîne et ses projets, il est possible de faire des dons du montant de votre choix sur Utip et sur Tipeee. Il y a aussi sur Utip mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires, des vêtements et même des feuilles slim. Tous les liens sont dans la description. Ce trip au L, je l'ai vécu le 19 août 2020. J'avais déjà pris du L plusieurs fois et j'avais déjà pas mal de trips au champi et au 2CB derrière moi. Je me sentais prêt et serein pour accueillir l'expérience. Le plus important pour moi, c'était que mon meilleur ami, qu'on appellera Maître Rouleur, passe le moment le plus extraordinaire de sa vie. Il avait déjà essayé le 2CB, mais c'était sa première fois avec l'acide. Il était renseigné sur la molécule et à son sens suffisamment préparé pour se lancer sans que ce soit complètement inconscient. Il faut savoir que lui et moi étions à cette époque consommateurs réguliers de canna et qu'on avait une tolérance plutôt importante. On a donc amené avec nous 5 grammes de verte et un peu de hache pour avoir de quoi fumer pendant la soirée, calmer la descente et prolonger les effets du L. Je le dis dans toutes les vidéos, ne mélangez pas les substances, ça décuple les dangers. Mais bon, on s'était dit qu'on resterait raisonnable et que de toute façon, vu notre tolérance, ça resterait gérable pendant le trip. Enfin, on avait un ami avec nous qui devait être notre trip-sitter. Il n'avait aucune expérience avec les prods, très peu de connaissances sur la molécule, mais on avait confiance en lui et il a accepté de nous surveiller et de nous prêter sa maison pour la soirée. Il ne prendra pas de psychédélique, mais pour s'occuper, il va boire de l'alcool et fumer. La maison en question est dans un village de montagne et a une terrasse, un jacuzzi et un jardin. Le lieu est idyllique et très calme, la vue est magnifique et on a tout le nécessaire pour la soirée, ainsi qu'un trip-sitter et des benzodiazépines pour servir de trip-killer si nécessaire. Le set and setting était parfait. Maître Rouleur et moi avons un carton dosé à 100 microgrammes chacun. Je suis déjà monté plus haut dans les doses et ça reste en général pour moi plutôt contrôlable. Mais pour la première de Maître Rouleur, et de qui que ce soit d'ailleurs, c'est déjà une grosse quantité. On décide donc de commencer par une moitié chacun. Je coupe un carton en deux dans la diagonale et j'en donne la moitié à Maître Rouleur. On avale chacun notre partie à 18 h sous le regard curieux du trip-sitter et on commence tout de suite à rouler un J peu chargé pour s'occuper le temps de la montée. On va se poser sur la terrasse pour fumer notre Bose tranquillement, on discute, tout se passe pour le mieux. Une vingtaine de minutes seulement après le drop, on sent déjà la présence de la molécule. On ne ressent pas d'effet à proprement parler, mais il y a un sentiment d'aliénation grandissant. On sent notre perception et nos sens commencer à changer, ou tout du moins se préparer au changement. On n'avait pas encore d'hallucination, mais tout notre environnement est devenu étrange, comme s'il était différent alors que rien n'avait changé. Le début du bodyload se manifeste aussi. Je commence à ressentir une foule de sensations étranges dans mon corps, comme s'il était vide et que mes membres servaient de tunnel pour faire circuler de l'énergie. Mon estomac me semble à la fois plus grand et plus petit. Mon esprit semble léger, maniable, plus malléable. Comprendre mon environnement de façon logique devenait de moins en moins évident. C'est encore assez doux et peu perceptible, mais on sent clairement que quelque chose est en train de se passer.
Et là, premier imprévu. Un parfait inconnu de 2 fois notre âge se pointe sur la terrasse, nous dit bonjour et commence à arroser les fleurs en discutant avec nous. On a encore un bose à la main, on est au début de la montée du L et on comprend vraiment pas ce qui se passe. On ne sait pas qui c'est et on tente tant bien que mal de ne pas paraître trop suspect. Notre trip-sitter arrive, lui dit bonjour et nous explique que c'est son beau-père et qu'il n'était pas censé venir. On essaye tant bien que mal de discuter avec lui, mais l'acide monte de plus en plus fort et on ne sait plus vraiment comment se tenir. À un moment dans l'une de ses phrases, pour une raison que je n'écoutais pas, il dit « vroom ». Et c'est le seul son que je comprends. Je regarde Maître Rouleur qui est en face de moi et je répète « vroom » avec le sourire aux lèvres. À ce moment, on éclate de rire et on se tape un fou rire incontrôlable. Le genre de fou rire tellement puissant qu'on en a mal au ventre et aux joues. On est tous les deux en train de pleurer de rire pour rien en tapant de la main sur la table et en criant presque tellement on riait. On n'en pouvait plus, j'avais carrément du mal à respirer. Je le savais et l'avais dit à Maître Rouleur, ce genre de fou rire pas possible pour des raisons improbables est généralement annonciateur du début de la vraie montée. Et je ne m'étais pas trompé. À peine le fou rire passé, les premiers effets visuels ont commencé à se manifester. Ça doit faire 1h30 qu'on a avalé notre demi-carton et je vois déjà des déformations mineures apparaître sur le cadre de la porte d'entrée. Les motifs du bois ondulent lentement et les couleurs sont très vives, presque lumineuses. Ça n'est encore rien de très concluant et je me sens particulièrement dérangé par la présence du beau-père. Heureusement, il est vite reparti. Maître Rouleur et moi on sentait déjà le produit arriver très fort, mais comme on est des abrutis, on s'est dit qu'on allait fêter le début du trip en roulant un nouveau J. En le roulant, on se rend compte qu'on n'a plus aucune idée de la dose normale qu'on mettait dans nos J. On n'a plus aucune idée de comment le doser. On essaye de pas abuser, on le montre au trip-sitter qui a l'air de dire que c'est pas exagéré, et on finit par réussir à le rouler. Une fois ce bose fini, on est déjà bien lancé dans l'expérience psychédélique et les effets sont déjà bien présents. Maître Rouleur semble vraiment kiffer, donc on se met d'accord pour redoser. J'essaie tant bien que mal de couper le deuxième carton dans la diagonale, je le vois changer de taille, de forme et de couleur, donc je me retrouve avec une partie légèrement plus grosse que l'autre. Il avait l'air plutôt serein jusqu'ici, et je voulais vraiment qu'il découvre le potentiel de la molécule, donc je passe la grosse moitié à Maître Rouleur. On les avale, on se pose sur la terrasse, et c'est à partir de maintenant que le trip devient d'une intensité démesurée. À partir de l'instant précis où on a avalé la deuxième moitié, c'est le blackout psychédélique. Si je devais tenter de décrire ça avec des mots, je dirais que ça a été un instant hors du temps et composé uniquement de couleurs. Pour être plus précis, la notion du temps ne faisait tellement plus sens que cet instant m'a paru à la fois extrêmement long et ridiculement court. Les seuls souvenirs visuels que j'ai de ce moment-là, c'est qu'il y avait beaucoup de couleurs, mais je n'ai aucune image précise en tête jusqu'au moment où les effets ont culminé. Le pic. Le pic d'intensité de ce trip a été d'une puissance déconcertante. La première chose dont je me souvienne après le blackout psychédélique, c'est Maître Rouleur et moi sur la terrasse, affalés dans les chaises, à fixer les fissures sur le mur. Je les voyais danser, s'agrandir, se multiplier et se lier entre elles pour faire de nouveaux motifs toujours plus complexes. Le crépi sur le mur fond comme un liquide en changeant de couleur, et de grands motifs géométriques complexes couvrent le sol en changeant de forme, en s'emboîtant les uns dans les autres. Tout mon champ de vision est rempli de fumée alors qu'on est en extérieur et qu'on ne fumait pas à ce moment-là. Mes pensées vont à une vitesse folle, les idées s'enchaînent et se mélangent pour en former des nouvelles. Chaque pensée est suivie par 15 autres et ça va à un rythme tel que j'ai du mal à suivre le fil de la discussion dans ma propre tête. À chaque fois qu'une nouvelle idée arrive, elle remplace la précédente que j'oublie aussitôt. Le bodyload est alors d'une intensité difficilement soutenable. J'ai l'impression que mon corps pèse 300 kg dans la chaise et que mon esprit, trop léger, tente de s'en échapper. À ce moment, je me dis qu'on est vraiment explosé et que c'est vraiment pas malin pour la première fois de mon meilleur pote. Je me sens dépassé par la puissance du trip et j'avais peur que lui aussi, que ça nous fasse partir en bad et qu'il soit dégoûté des psychédéliques. Cette pensée m'a obsédé pendant un certain temps, mais je ne lui en ai pas parlé pour ne pas risquer d'enclencher le bad moi-même. J'ai probablement bien fait parce que j'ai fini par être tellement explosé que j'ai carrément oublié la possibilité qu'on bad et que par conséquent, je n'avais plus peur que ça arrive. Par contre, il y a une chose qu'on n'avait pas oubliée, le jacuzzi. On décide donc de descendre les marches pour le mettre en route, mais sur le chemin, on remarque quelque chose de bluffant. Chaque lieu de la maison avait une atmosphère qui lui était propre. Chaque zone principale du lieu de notre trip avait pris une sorte de personnalité visuelle, d'ambiance qui la caractérise. Le mot qu'on a utilisé pour décrire ça sur le moment, et qui convenait au mieux, c'est les biomes. Le biome terrasse, relaxant, connu et facile à appréhender. Il est bien pour discuter et avoir une vue d'ensemble sur la zone du trip. Le biome jardin, mystique, calme et à l'écart. Il est le lieu parfait pour une introspection plus profonde ou pour profiter de la vue sur la forêt qui danse devant nos yeux. Le biome jacuzzi, mystérieux, presque semblable à une jungle. J'y voyais une fumée dense et je me sentais en le parcourant comme un explorateur dans une zone inconnue. Ils avaient tous leurs particularités et une ambiance visuelle très marquée. Seulement, ils étaient reliés entre eux par le biome escalier. Inintéressant et difficile à parcourir, mais reliant tous les autres biomes entre eux. Après s'être arrêté 4 ou 5 fois sur un trajet de 15 mètres pour se rappeler ce qu'on essayait de faire depuis le début, on arrive enfin au jacuzzi. Celui-ci est recouvert d'une bâche pour garder la chaleur, donc on ne voit pas l'eau. Maître Rouleur essaye de mettre sa main sous la bâche pour voir la température, mais il n'arrive pas à atteindre l'eau.
Il met sa main de plus en plus profond et finit par toucher le fond du jacuzzi mais ne sent toujours pas d'eau. Il enlève son bras, enlève la bâche, et il y avait bien de l'eau, c'est juste que son body load, c'est-à-dire ses hallucinations physiques, était tellement intense qu'il ne l'avait pas senti. On explose de rire une fois de plus, l'intensité du trip est démentielle et tout va à une vitesse folle. À chaque fois qu'on s'arrêtait de se déplacer, on oubliait tout le trajet pour venir jusqu'à là où on était. On ne se souvenait que des moments où on était à l'arrêt, et chaque moment d'arrêt ressemblait à une scène dans un jeu de point and click. À chaque fois, et même si on ne se déplaçait que de quelques mètres, on avait l'impression de changer catégoriquement de scène et d'être à un nouveau niveau du jeu de point and click. À chaque scène, on se retrouve dans un nouveau lieu avec de nouveaux objets dans les mains, et il fallait trouver ou interagir avec ceux-ci et les autres objets alentours pour accomplir un but et passer au niveau suivant. Chaque scène était différente, intéressante à sa façon et stimulante de curiosité et de découverte. Chacune avait son ambiance, ses objectifs, son thème, etc. On est vraiment perché, on se téléporte d'un niveau à l'autre, d'un biome à l'autre, chaque fois avec des objectifs et des objets différents. On arrive à peu près à se souvenir de quel niveau on avait fait, mais impossible de savoir dans quel ordre, le passé était complètement désordonné. On a vraiment l'impression que les effets ne s'arrêteront jamais de monter, c'était de plus en plus intense. Du coup, naturellement, on a eu la pire idée possible à ce moment-là. Maître Rouleur s'est mis à rouler 2 bosses de plus. Pendant ce temps, moi j'étais en train de galérer à transporter un matelas dans le biome escalier pour l'amener dans le biome jardin pour qu'on puisse se poser dessus à la belle étoile. Ça me paraît être une tâche sans fin. Je me sentais condamné comme Sisyphe et son rocher. Et mes pensées bouclaient, me donnant une impression de déjà-vu et la sensation de vivre la même scène en boucle. Avec l'aide du trip-sitter, j'ai finalement réussi à monter le matelas, et Maître Rouleur nous rejoint dessus dans le jardin pour qu'on fume les boses. Les hallucinations augmentent encore d'un cran, et on est complètement scotché par ce qu'on voit. Les arbres dansent, les montagnes respirent, et le soleil commence à se coucher, ce qui illumine toute la vallée d'une lumière orangée presque irréaliste. Le soleil baisse doucement, mais la température aussi, et Maître Rouleur a vraiment froid. Il veut aller chercher son pull dans sa voiture qui est tout en bas du village, mais il y a bien 15 minutes de marche aller-retour et on n'est vraiment pas partant pour l'accompagner. Il roule donc un J pour le trajet et part seul. Pendant ce temps, je reste avec notre trip-sitter à regarder le paysage, mais il commence à avoir un comportement que je trouve bizarre. Je n'arrive pas à savoir si c'est moi qui suis vraiment trop perché ou s'il a bel et bien un comportement très inhabituel. Je me sens gêné, j'ai presque l'impression qu'il me fait des avances alors que c'est l'un de mes meilleurs amis. Je me sentais mal à l'aise à côté de lui, incapable de vraiment savoir s'il me draguait ou pas. Je décide de partir vérifier la température du jacuzzi pour me changer les idées. Quand j'arrive au jacuzzi et que je regarde les chiffres de la température, je les vois changer de valeur, de place et de couleur. C'est complètement illisible, les symboles se mélangeaient et j'ai dû me concentrer à mort pour réussir à voir ce qui était affiché. Quand j'ai finalement réussi à lire un nombre, je me suis retrouvé bien démuni. J'avais le nombre, mais le concept des chiffres ne faisait plus aucun sens. Les nombres ne voulaient plus rien dire. Plus petit, plus grand, ils n'avaient plus vraiment d'ordre ou de valeur. Et de toute façon, comment est-ce qu'un chiffre et une température peuvent être liés? C'est pas du tout pareil. Et puis c'est quoi la différence entre chaud et froid de toute façon? Je suis resté là à me casser la tête pour essayer de démêler la situation, mais rien ne semblait faire sens et j'étais complètement paumé. Maître Rouleur revient enfin et on décide d'aller grignoter des biscottes. On est assis dans le canapé et on se parle pendant que le trip-sitter est dans la cuisine. On l'entend parler tout seul et raconter des choses incohérentes, mais on se dit que c'est parce qu'on est trop perché. Et à cet instant précis, il s'est passé quelque chose de terrible. Maître Rouleur et moi on tourne la tête et on voit notre trip-sitter qui cherche dans le frigo, le pantalon sur les genoux et la tub à la main. On est choqué par cette vision inattendue et on crie, on l'engueule et on l'insulte. On est complètement abasourdi, stupéfait par cet acte déplacé. C'est déjà pas quelque chose qu'on aurait eu envie de voir de base, mais là en plein pic de Hell ça a pris une ampleur pas possible et on était vraiment choqués, on ne savait plus quoi faire. Il avait déjà eu un comportement bizarre dans la soirée avant et là c'en était trop. C'était tellement absurde qu'on n'arrivait pas à savoir s'il l'avait vraiment fait ou si on l'avait halluciné. Maître Rouleur était déchaîné de colère et l'a violemment insulté de tous les noms. J'étais complètement furieux et choqué. Je sentais un tourbillon de colère et de haine grandir en moi contre le trip-sitter. On avait envie de le frapper et je ne sais honnêtement pas comment on s'est retenu. On est sorti de la maison pour aller sur la terrasse loin de lui le temps de nous calmer et d'essayer de comprendre. En fait, on ne s'en était pas rendu compte parce qu'on était trop dans notre trip, mais le trip-sitter avait beaucoup fumé et beaucoup bu. Il était complètement défoncé. Il semblait complètement incapable de se gérer et on aurait cru qu'il n'arrêtait pas de nous faire des avances ou d'essayer de nous draguer. Je considère que chacun est libre de son orientation sexuelle, mais là j'avais la sensation qu'il essayait de profiter de notre état et du sien pour abuser de nous ou pour nous faire un coming out au pire moment possible. Maître Rouleur et moi on est limite en état de choc, complètement perdus et on commence à perdre nos repères. On ne savait plus ce qui était réel et ce qui ne l'était pas, tout semblait trop absurde. Il décide alors de garder une biscotte et une clope comme repère, se disant que ça lui ferait une balise temporelle. Ce fut un événement particulièrement choquant pour nous deux et on a eu du mal à garder le contrôle sur nos émotions et à ne pas paniquer. Heureusement, les effets ont finalement arrêté d'augmenter et on a enfin atteint le plateau. Après ce passage plutôt étrange, on sent qu'on a passé le pic des effets. Ça se stabilise doucement et on est vraiment dans l'espace mais on est rassuré. Il fait maintenant nuit et l'obscurité change la nature des hallucinations visuelles.
Tout semble maintenant moins amusant et plus mystique, plus magique. On a toujours cet effet de vivre par biome et par scène de point and click, mais c'est légèrement moins intense et le passage au plateau nous donne du répit. Ça faisait un temps apparemment infini qu'on était en train de s'envoler et on avait enfin atteint l'altitude de croisière, tout en restant dans un trip majoritairement agréable malgré les événements passés compliqués. On se dit qu'on va se détendre et s'installer dans le jacuzzi. On descend donc vérifier, mais l'eau n'a pas chauffé d'un poil. On en avertit le trip-sitter qui essaye donc de trouver une solution. Pendant qu'il réfléchissait, Maître Rouleur et moi on décide de partir en exploration dans le village. On a envie de voir d'autres lieux pour profiter au mieux des hallucinations magnifiques qu'on a. On commence donc à s'aventurer dans la rue, et au bout de seulement une dizaine de mètres, la rue donne sur une toute petite place devant nous. J'y entends un homme parler, et Maître Rouleur me dit qu'il entend des bruits de mécanique, comme si quelqu'un réparait sa moto ou travaillait du fer. On trouve ça bizarre parce qu'il est vraiment tard et que, même si le concept d'heure et de temps était assez abstrait, on savait que c'était pas une heure adaptée pour faire de la mécanique. On n'arrive pas à voir le mec et à identifier où il est, donc on hésite à s'engager sur la place par peur d'avoir l'air bizarre. On commençait à se dire qu'il allait nous cramer direct, que le mec en question allait nous juger et on savait vraiment pas comment on aurait dû réagir si on tombait sur quelqu'un de sobre. Naturellement, on était tellement perché qu'on a encore eu la pire réaction possible. Je me suis mis collé dos au mur et ai commencé à le longer lentement en me disant que comme ça le mec me verrait pas et que je serais plus discret. Je fusionnais avec le mur et je me croyais beaucoup moins visible. J'étais évidemment 10 fois plus cramé à longer les murs avec un air paniqué que si j'avais juste marché normalement, mais ça sur le moment je ne le concevais pas. Je longe donc les murs et arrive enfin sur la petite place. Je regarde autour de moi et je ne vois personne. La place est vide, les rues autour aussi, et il n'y a aucun bruit. Maître Rouleur me rejoint et constate que, en effet, il n'y a personne et on avait juste eu peur de nos hallucinations auditives. On se retrouve à deux, seuls au milieu d'une petite place silencieuse, et maintenant qu'on est là, on n'a plus aucune idée de quoi faire. On a toujours peur de se faire remarquer, mais comme il n'y a personne, on se permet de parler doucement. Et plus on parle, plus on oublie qu'il faut pas faire de bruit. Du coup, au bout de 30 secondes, on est passé de la discrétion absolue à deux abrutis qui hurlent comme pas possible et rient comme des fous. On s'en aperçoit, on se dit qu'on fait beaucoup trop de bruit et qu'on veut pas déranger, donc on rebrousse chemin et on met fin à notre grande exploration de 30 mètres de long pour rentrer à la maison et rouler une série de J pour plus tard. On en roule 4 et on descend vers le jacuzzi. Quand on y arrive, notre trip-sitter nous propose une solution. On va faire bouillir de grandes casseroles d'eau dans la cuisine, puis les transporter jusqu'au jacuzzi pour le réchauffer. C'est évidemment très dangereux de descendre des escaliers sous L avec de grandes quantités d'eau bouillante dans les mains, mais on était tellement déterminés à s'installer dans le jacuzzi qu'on l'a fait quand même. C'est alors que se crée une chaîne humaine, où on descend tous des litres et des litres d'eau bouillante dans les escaliers en pleine nuit à tour de rôle. On renverse de l'eau par terre, c'est vraiment une galère pas possible. Je faisais des allers-retours dans le biome escalier, et j'avais la sensation de faire la même tâche en boucle et que ça ne s'arrêterait jamais. Monter, prendre la casserole, descendre, la verser dans le jacuzzi, remonter et recommencer. C'était maintenant devenu ma vie. C'est à ça que je servais et que je servirai toujours. Je ne savais vraiment plus pourquoi je le faisais, c'était simplement devenu une tâche normale et naturelle. C'était une vie de torment et de répétition, mais je ne me sentais pas mal. Je me disais que ça pourrait être pire. Et de toute façon, j'étais tellement concentré à ne pas me mettre de l'eau bouillante dessus que j'avais pas vraiment le temps d'y penser. Au bout d'une bonne demi-heure à faire des allers-retours, l'eau atteint enfin une température correcte. Seulement, le niveau de l'eau est bien trop haut et ça va déborder si on rentre dedans. Du coup, on commence à prendre de grandes casseroles d'eau dans le jacuzzi et à les vider par-dessus la barrière. On finit de faire ça, et on se rend compte que de l'autre côté de la barrière, il y a la terrasse du voisin de dessous. On venait d'inonder toute sa terrasse et toutes les plantes dessus. Tout était complètement trempé. On a eu une seconde de culpabilité d'avoir recouvert les affaires du voisin avec une quarantaine de litres d'eau. Cependant, dès que j'ai croisé le regard de Maître Rouleur, la culpabilité s'est transformée en fou rire pas possible. On est vraiment plié, on a du mal à tenir debout. On pleure de rire en se déshabillant pour rentrer dans le jacuzzi. Je tremble de rire. Mais au bout d'un moment, je me suis aperçu que trembler n'était pas un effet normal du rire. Et je comprends qu'en fait je suis en caleçon, dehors, qu'il fait ultra froid et que je me gelais comme pas possible. D'un coup, je sens le froid et je décide de rentrer dans l'eau. Problème, on peut pas vraiment dire qu'elle soit chaude non plus. Je suis debout dans le jacuzzi, de l'eau tiède jusqu'aux genoux, et j'arrive pas à me décider de m'asseoir donc je me gèle encore plus. J'arrive finalement à rentrer dans le jacuzzi et on fume 2 J de plus. Maître Rouleur et moi on est globalement assez lucides par rapport à quelques heures auparavant et on constate que en effet notre trip-sitter est vraiment raide défoncé et qu'il est incapable de se gérer. Il continue de faire des remarques gênantes et de globalement essayer de nous draguer, donc on l'engueule une fois de plus. On parle, mais on finit le J et on est à nouveau trop perché pour tenir une conversation claire, donc on finit par oublier le sujet et passer à autre chose. On était 3 mecs assis dans un jacuzzi gonflable de 1m50 par 1m50, autant vous dire qu'il y avait peu de place. On était chacun dans un coin et on avait un peu les jambes les unes sur les autres. À ce moment-là, je ne saurais pas expliquer comment, j'ai trébuché alors que j'étais assis. J'étais en train de parler et mes fesses ont glissé d'un coup sur le côté, je me suis retrouvé la tête sous l'eau à faire des bulles. Avec les bulles dans le jacuzzi, on ne voyait pas sous l'eau, et de temps en temps on voyait un genou, un pied ou un bout de jambe sortir. On n'arrivait jamais à savoir à qui ça appartenait. Il semblait y avoir beaucoup trop de choses qui dépassaient pour le nombre de personnes qu'on était.
Sous l'eau, on sentait le contact entre nos jambes, mais impossible de savoir quelle jambe était à qui. Nos membres se mélangeaient et fusionnaient. C'était fascinant et très amusant, mais à cause des actes déplacés que notre tripsitter avait fait juste avant, ça devenait assez gênant. Pour passer à autre chose et réaugmenter les effets, on refume un Bose. On est à nouveau complètement explosé et on a une nouvelle idée débile et dangereuse. On va faire des concours d'apnée. Je ferme les yeux, immerge ma tête sous l'eau et suis transporté dans une dimension complètement nouvelle. La seule chose que j'entends, c'est le bourdonnement intense des bulles du jacuzzi. Je les sens tourbillonner sur mon visage, essayer de me porter comme si elles étaient vivantes. Je crois toutes les entendre éclater à la surface une à une, indépendamment, pour former ce bruit blanc qui couvre tout. J'entends le son résonner comme un écho sur plusieurs gammes, et tout ça se manifeste visuellement par un vortex de formes et de couleurs psychédéliques qui flashent dans tous les sens. C'est bluffant. Je suis isolé de tout le monde extérieur, complètement plongé dans un monde imaginé et sensuellement stimulant. Un espace nouveau sans haut ni bas, sans gauche ni droite, avec juste du son et des couleurs. Seulement, je me rends compte que je n'ai aucune idée de combien de temps ça fait que je suis sous l'eau. Et surtout, je n'ai aucune idée de si j'ai besoin de respirer ou pas. Je ne sens pas le besoin de remonter à la surface pour prendre l'air, mais je n'étais pas sûr d'être capable de le sentir. Je n'avais aucune idée de quand remonter. Je me suis dit que si ça se trouve, je m'en apercevrais juste pas et que je mourrais noyé et que ce serait terrible. J'ai eu peur et suis remonté à la surface complètement incapable de dire combien de temps ça faisait. Ils me disent que ça fait même pas une quinzaine de secondes, et je me rends alors compte que je n'avais vraiment aucun repère temporel sous l'eau. Notre tripsitter essaie de se mettre en apnée à son tour, et Maître Rouleur et moi commençons à compter. 1, 2, 3, 4, etc. et on arrive jusqu'à 23, 24, 25, 28, 20, 18, 50, 25, 44. On n'arrivait plus du tout à compter et on avait complètement perdu le fil. On éclate de rire, mais on a vite capté qu'on n'avait aucune idée de combien de temps ça faisait qu'il était là. Et s'il s'était noyé, juste là, devant nous? Si on avait oublié et que ça faisait 5 minutes? On a paniqué et on l'a secoué, et il est ressorti surpris. On comprend qu'on est vraiment en train de faire un truc dangereux, que c'est stupide et qu'on devrait pas du tout faire ça. Et du coup, Maître Rouleur s'immerge à son tour. Il reste sous l'eau pendant ce qui semble être une éternité. Il sort finalement de l'eau et on décide de sortir du jacuzzi. On se gèle à mort, on a une serviette pour 3, on remonte les escaliers en grelottant. On a super faim, donc le tripsitter cuisine un vrai repas et on mange rapidement. Juste après ça, Maître Rouleur commence à prendre des photos de notre tripsitter et ça part en véritable shooting photo. Il court de tous les côtés, amène des lampes, crache de la fumée avec sa cigarette électronique, ajuste les éclairages, les angles de caméra. Il semble pris d'un élan artistique incontrôlable. De mon côté, je regarde ça et trouve l'ambiance très malsaine, très gênante. Je suis encore énervé contre le tripsitter et n'apprécie pas du tout que Maître Rouleur fasse quoi que ce soit pour lui. On avait eu confiance en lui et il avait fait n'importe quoi. Il était défoncé au point que c'est nous qui devions le tripsiter. J'étais furieux et trouvais le fait qu'il soit pris en photo malsain et pas mérité. Ils arrêtent le shooting et on décide finalement de partir en vraie exploration dans le village tous les trois. Ils continuent le shooting un moment et les effets commencent à diminuer pour tout le monde. Je reprends progressivement contact avec la Terre et même si je suis encore bien perché, c'est maintenant largement contrôlable par rapport à ce que ça a été. Le tripsitter aussi commence à reprendre sa sobriété et nous guide dans le village puisqu'il le connaît bien. On découvre de nouveaux lieux. L'effet des biomes est beaucoup moins marqué qu'avant, mais chaque endroit, chaque rue a une ambiance qui lui est propre. On croise un chat blanc absolument magnifique, parfaitement immobile, qui nous regarde. Il était tellement beau et ne bougeait tellement pas qu'on croyait que c'était une statue. Maître Rouleur nous indique qu'il l'avait croisé lorsqu'il était descendu chercher son pull au même endroit, et ça renforce notre idée que c'est une statue. On s'approche un peu pour vérifier et il fuit, donc on décide d'aller s'asseoir dans un parc pour enfants et de discuter un peu de ce qu'on a vécu et jouer un peu dans le parc pour s'amuser. On est bien redescendu mais les effets ne sont pas encore partis et on reprend des coups de perche où les effets réaugmentent d'un coup puis repartent rapidement au niveau de base. Je commence doucement à sentir mon corps comme fatigué et des crampes font leur apparition. J'ai l'impression de sentir l'acide dans mes jambes et on est tous à peu près conscients à nouveau donc on décide de rentrer à la maison pour se préparer à dormir. On rentre tous à la maison, on roule des J et on les fume dans le jardin en regardant les étoiles sur le matelas. Comme on était dans un village de montagne sans aucune pollution lumineuse, on a eu droit à un des plus beaux ciels étoilés que j'ai vu de ma vie. Il y avait des milliards d'étoiles et le ciel noir d'encre était coupé en deux par la Voie lactée, c'était sublime. En plus de ça, on entend des chouettes et autres oiseaux de nuit dans la forêt aux alentours. On entend aussi parfois des loups qui hurlent au loin et tout ça crée une ambiance vraiment féerique, proche de la nature et apaisante. On finit les Bose qui relancent les effets visuels de l'acide, et c'est là que j'assiste à une des choses les plus sublimes de toute ma vie. Les étoiles déjà très nombreuses se démultiplient, et le ciel devient encore plus incroyable qu'il ne l'était déjà. Je vois des dizaines de milliards d'étoiles bouger, changer de couleur, s'allumer, s'éteindre, changer de taille, se relier entre elles pour former des motifs, et je vois ces motifs donner naissance à de nouveaux motifs sur lesquels viennent apparaître de nouvelles étoiles. C'était trop beau pour être réel et j'étais abasourdi par la beauté phénoménale de ce spectacle démentiel. Et c'est pas tout, on a eu la chance que notre trip tombe en pleine période de pluie d'étoiles filantes. On a regardé les Perséides sous acide. Pour un passionné d'astronomie comme moi, je vous laisse imaginer à quel point ça a été incroyable. On voyait des météorites balayer le ciel et laisser des traînées lumineuses multicolores derrière elles.
Elles étaient si lumineuses qu'elles laissaient des traceurs dans le ciel comme si elles déchiraient la toile noire de la nuit et dévoilaient de la lumière derrière. Je vois des étoiles exploser en supernova et changer de couleur, du bleu au rose, au violet, au vert et tout ça très rapidement. Les explosions s'enchaînent et je voyais des planètes, des étoiles avec des anneaux, plus d'explosions, des grands nuages comme des nébuleuses, et de plus en plus d'étoiles filantes balayer le ciel. On a même vu une étoile filante absolument gigantesque qui a balayé le ciel de part en part en arborant derrière elle une queue multicolore. C'était incroyable et tellement immense et rapide qu'on a tous crié de surprise. C'était si incroyable qu'on ne savait pas si c'était réel, mais notre trip-sitter nous l'a bien confirmé. Notre trip-sitter part se coucher, mais Maître Rouleur et moi sommes trop submergés par le spectacle. On fume encore une fois pour relancer les alus, et ça a été une fois de plus efficace parce que d'un coup je me suis senti projeté dans les étoiles. J'ai la sensation d'être dans la soucoupe volante de Rick et Morty. J'ai l'impression de me balader dans les étoiles avec eux. Le paysage est incroyablement beau, parsemé d'explosions multicolores comme dans un univers fantastique et psychédélique. Je reviens sur Terre, réintègre mon corps et prends conscience de ce qui vient de m'arriver. Je l'explique à Maître Rouleur, on en discute encore un peu et on se remet à regarder les étoiles. Le sublime ciel d'étoiles remplissait entièrement mon champ de vision. Et mon champ de vision a commencé à s'étirer, devenir de plus en plus large. Je voyais de plus en plus loin sur les côtés et dans la hauteur. Très rapidement, je me retrouve avec une vision à 360 degrés où je suis capable de voir le ciel étoilé devant moi, mais aussi dans mon dos, au-dessus de ma tête et en dessous de mes pieds, de droite à gauche. J'étais sur le dos sur le matelas, mais j'étais capable de voir des étoiles jusque derrière moi là où il n'y avait que le sol. On décide de dormir, mais avant on passe dans la maison pour rouler notre dernier boss de la soirée. Le trip-sitter s'est endormi devant un film et on regarde le temps de rouler. Il semble n'avoir aucun sens, on ne comprend rien du tout. À chaque changement de plan, on a l'impression que les personnages changent, que ce ne sont plus les mêmes personnes, et ils ont tous l'air complètement défoncés. On trouve ça très drôle, mais on est submergé par l'écran. On a l'impression que ça n'est pas plat, que l'écran est un portail vers un autre monde. On était parfaitement conscient que ça n'était pas le cas, mais visuellement on aurait dit que c'était une fenêtre donnant sur un vrai monde en 3D avec de la perspective. C'est fascinant à regarder, mais on a fini de rouler les J, qu'on partira fumer sur le matelas dans le jardin. On finit les Bose et je suis toujours autant submergé par ce que je vois et je pleure parce que je suis trop émerveillé par les visions incroyables auxquelles j'ai eu droit. Je contemple encore les étoiles. Les hallucinations sont beaucoup moins intenses mais le ciel est encore très beau. On en parle un peu avec Maître Rouleur qui me lâche. Mais depuis tout à l'heure en fait c'est juste flou. Et je m'aperçois qu'en effet je voyais très mal le ciel étoilé puisque j'avais les yeux pleins d'eau. On rigole une dernière fois et on décide de s'endormir. On a eu un peu de mal mais on a fini par réussir, sous les étoiles, baigné par la beauté immaculée du ciel étoilé. On se réveille avec la lumière du jour après seulement 5 heures de sommeil, et on se sent enfin sobre après un trip d'une intensité déroutante. On a vraiment cette sensation de lendemain de soirée mais sans la gueule de bois, on est juste épuisé physiquement et mentalement. Avec Maître Rouleur on se lève, on boit un café et on discute de ce qu'on a vécu. On était crevés et les souvenirs étaient encore très brouillons, impossible de savoir dans quel ordre s'étaient passées les scènes qu'on avait en tête. Difficile aussi à ce moment de savoir ce qui s'était réellement passé et ce qu'on avait imaginé. On comprend aussi pourquoi le trip a été plus intense que prévu quand on remarque que le pochon qu'on avait amené était vide. On avait fumé plus de 5 grammes de verte et 1 gramme de hache dans la soirée. On avait suffisamment fumé pour que le trip-sitter ne soit plus capable d'assumer ses fonctions, donc pour nous sous elle, ça a vraiment catapulté les effets à un tout autre palier. Je le redis, ne mélangez pas les substances, elles sont bien assez puissantes par elles-mêmes. En discutant avec Maître Rouleur, on se demande mutuellement quel est l'élément du trip qui nous a le plus marqué. Et de la foule de choses incroyables qui se sont passées la veille, on a tous les deux répondu en même temps, le moment où on s'est croisés dans les escaliers et qu'on a remarqué que tout était en biome. Ça nous a nous-mêmes étonnés parce qu'on en a parlé une seule fois pendant le trip et que c'est quand même l'élément qu'on a choisi comme étant le plus marquant. J'ai passé la journée accablé par la fatigue et même si le trip était terminé, il avait été si intense que Maître Rouleur et moi-même avions encore quelques hallucinations résiduelles. C'était des hallucinations sensorielles peu intenses et qui ne durent que quelques secondes. Ça pouvait être la sensation de se déplacer lorsqu'on est à l'arrêt ou de voir des lignes droites onduler doucement de temps en temps. Dans mon cas, ça n'a pas été dérangeant et c'est resté plus proche de l'illusion de perception que de la véritable hallucination. Ce phénomène s'appelle le syndrome post-hallucinatoire persistant ou HPPD en anglais. Je ferai une vidéo dessus un jour, c'est un sujet méconnu mais qui mérite d'être éclairci. Le HPPD va diminuer progressivement sur une période de 1 mois jusqu'à revenir à 0. Ça ne m'aura jamais dérangé ou porté préjudice, mais sachez que chez certaines personnes, le HPPD peut devenir très handicapant. En parallèle de ce HPPD, j'ai ressenti un effet d'afterglow assez intense. Pendant les 2 mois et plus qui ont suivi le trip, je me sentais particulièrement calme, bien dans ma vie et dans ma tête. Le L avait mis un tel bordel dans mon crâne pendant 12 heures que j'ai passé les mois qui suivent à simplement apprécier le calme qui y régnait. Ça aura été un trip très intense et je me dis que ce sera mon dernier hallucinogène avant un moment. En y réfléchissant, je me dis que notre trip-sitter n'a pas vraiment essayé de nous draguer. Il était juste particulièrement collant et tactile, ce qui sous elle a pris une ampleur pas possible. Il ne se rendait pas du tout compte de ce qu'on traversait. Avec le recul, c'était vraiment beaucoup trop intense pour la première fois de Maître Rouleur ou de qui que ce soit avec le L. On a eu de la chance et ça s'est bien passé, mais il y a une foule de choses qui auraient pu mal tourner. Franchement, ça relève du miracle.
On pensait avoir bien géré notre set and setting, on avait un trip-sitter, on avait des benzodiazépines pour couper le bad au cas où, tout semblait parfait. Une fois dedans, rien n'a marché comme prévu, tout est parti en vrille, mais on a su garder le contrôle et gérer la situation. Ça n'aura vraiment pas été facile du tout, et sincèrement, même si on n'en a pas eu besoin, le simple fait de savoir que j'avais des trip killers à proximité au cas où m'a aidé à ne pas partir en bad. Certains des moments de ce trip m'ont marqué à vie. Certains événements m'auront marqué de par leur beauté immaculée, d'autres de par leur horrifiante et choquante nature. J'ai des images magnifiques gravées en tête, mais aussi d'autres choses que j'aurais préféré ne jamais voir. Dans notre cas, ça s'est globalement bien passé, mais j'espère que vous comprenez la dangerosité et l'imprévisibilité de l'acide. C'est une molécule d'une puissance démesurée et ça n'est pas un jouet du tout, mais alors pas du tout. Même en ayant tout prévu à l'avance et en se préparant mentalement, on s'est retrouvé complètement dépassé par le trip et on ne contrôlait plus rien. Notre trip-sitter n'avait jamais essayé de psychédélique quand il nous a trip-cité. C'est pour ça qu'il s'est permis de ne rien gérer et de, en gros, nous laisser dans notre merde pour la soirée et de nous laisser, sous elle, trip-citer notre trip-sitter. Il n'avait aucune idée de la puissance de la molécule et la sous-estimait carrément. Quand il l'a essayé au dosage de 50 microgrammes quelques mois après, il est parti dans un bad atroce où il était en pleine psychose, incapable de différencier le réel et l'imaginaire. Et il pensait que toute la ville voulait le tuer. Il a passé un moment vraiment abominable, et lorsqu'il a compris l'intensité de ce que traversait une personne sous elle, il s'est excusé de ce qu'il nous avait fait vivre. Il n'est pas allé plus haut que 50 microgrammes, mais croyez-moi, il ne sous-estime plus du tout les psychédéliques. Ne vous pensez jamais plus fort que la substance, elle vous le fera regretter. Je n'incite personne à prendre de l'acide pour une bonne raison. C'est une substance qui peut vous faire passer un moment extraordinaire comme elle peut vous faire vivre un enfer au-delà de ce que vous êtes capable d'imaginer. Même si vous êtes expérimenté avec la substance, même si vous vous préparez, même si vous vous documentez, que vous savez tout et avez tout prévu, le L est suffisamment imprévisible pour vous emmener à des endroits que vous ne voulez pas voir. Et une fois votre trip terminé, peu importe comment ça s'est passé, ça change souvent quelque chose en vous. En bien ou en mal, en révélateur ou en traumatisant, l'expérience psychédélique de l'acide risque de bouleverser énormément de choses sur vos croyances et votre vision du monde. D'ailleurs, ça s'étend à tous les produits, chaque substance vous change à sa façon. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Merci à tous d'avoir suivi ce trip report jusqu'au bout. Vous l'aurez remarqué, c'est beaucoup plus long que ce que je fais d'habitude et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, pensez à laisser un like juste en dessous, ça fait plaisir. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait chaud au cœur. Le plus important peut-être, laissez la masse de commentaires pour dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est ce qui me permet de m'améliorer, de développer de meilleurs concepts et de vous proposer le meilleur contenu possible. Si ça vous a plu et que vous pensez que ça plaira à d'autres personnes, partagez la vidéo à vos amis. De plus, cette vidéo n'aurait jamais été possible sans l'aide monétaire des généreux donateurs. La monétisation de mes vidéos sur YouTube est compliquée à cause de leurs sujets sensibles. Et le seul moyen que j'ai de financer les vidéos, c'est grâce à vous. J'ai ouvert un Utip ainsi qu'un Tipeee sur lequel vous pouvez soutenir la chaîne et faire des dons du montant de votre choix. Il y a sur Utip une boutique sur laquelle il est possible de commander les 2 gammes exclusives de feuilles slim Deltaplan en édition limitée, ainsi que des vêtements, des stickers, des grinders et d'autres goodies. Toutes les infos dont vous avez besoin sont en description. Si vous voulez poser vos questions sur l'acide ou toute autre substance, ou si vous voulez simplement discuter avec la communauté des psychonautes, vous pouvez rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand serveur de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Le lien pour rejoindre est dans la description. Aussi, allez jeter un coup d'œil au compte Instagram Deltaplan420, c'est le Insta officiel de l'émission. Je me dois de le rappeler, cette vidéo est réalisée dans un but d'information et de divertissement. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Les substances dont j'ai parlé dans cette vidéo sont illégales et peuvent être très dangereuses. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de ce que vous faites ou de ce que vous consommez. Il est de votre responsabilité de préserver votre santé et de respecter la loi. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé. Trip safe!